Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Jean-Claude Félix Tchikaya et Caroline Maïzouf. Zoom à présent sur notre sujet société consacré aujourd'hui à la santé alimentaire sur le continent. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 91 millions d'Africains consomment des aliments de mauvaise qualité qui les rendent malades. Pire encore, 137 000 d'entre eux en meurent. Une situation assez préoccupante, d'autant plus que la Banque mondiale a révélé que les pays en développement perdaient environ 95 milliards de dollars en productivité économique en raison de l'insécurité alimentaire. Siamo Victor Asedji. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 91 millions d'Africains paient lourdement le prix d'une alimentation de mauvaise qualité chaque année. À en croire l'institution, la consommation d'aliments malsains est répandue sur le continent et source de graves maladies. Par an, ce sont 137 Africains qui en meurent. Plusieurs facteurs combinés contribuent à exacerber la situation. L'OMS déplore entre autres les mauvaises pratiques hygiéniques dans la préparation culinaire ou encore une législation insuffisante sur la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de politique de nos États en matière d'hygiène en 39 années de pratique. Je n'ai pas vu un gouvernement qui a mis un programme alimentaire sérieux pour ses populations. Je n'en ai pas vu. En matière d'alimentation, chacun se débrouille. Il n'y a pas de programme alimentaire sérieux parce qu'on n'emmène pas les gens à manger suffisamment de fruits et suffisamment de légumes pour entretenir une bonne santé. Les gens restent dans un système alimentaire, je dirais, abracadabra. Bien que les pays ont assez investi en la matière ces dernières années, le manque d'accès à l'eau potable constitue également un obstacle majeur à une alimentation de qualité. En 2015, l'Afrique subsaharienne, par exemple, concentrait près de 58% des 159 millions de personnes qui utilisent l'eau de surface comme source d'eau principale. Les gouvernements ne font que faire des statistiques, ne font que faire le point pour dire, ah voilà, cette année, il y a eu décès, 15 000 décès, et puis après, il faut proposer des choses cohérentes, il faut proposer des choses concrètes. Face à la gravité de la situation, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Elle déclare que chaque année, les ménages des économies à revenus faibles s'en trouvent fortement impactés, car de cette situation, elles dépensent environ 15 milliards de dollars en frais sanitaires. Alors 91 millions d'individus, c'est beaucoup. Dans le reportage, le médecin ivoirien parle d'absence de programme alimentaire sérieux. Pourquoi est-ce que les gouvernements africains justement ne mettent pas l'accent là-dessus, Caroline ? Justement parce qu'on a des États qui généralement ont failli déjà. En Afrique, on a quoi? On a une partie des pays qui ont commencé à construire quelque chose qui ressemble à un État. Il y a des États faillis comme la République démocratique du Congo. Donc, quand on a un État qui n'est pas au point, on retrouve l'éducation au rabais, puisque la priorité, c'est le président doit rester en place. C'est l'armée, c'est la milice privée, c'est la garde présidentielle. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la santé, ce n'est pas les petites et moyennes entreprises. Voilà, moi je pense que c'est juste la conséquence d'une cause qui est hyper connue. Monsieur Tchikaya, on a d'autres pratiques qui ont été citées justement qui causent ce type de problème. Les mauvaises pratiques hygiéniques déjà et une législation insuffisante sur la sécurité alimentaire. Dans ce secteur-là, comment ça se passe sur le continent? Est-ce qu'on a des... Ça ressemble malheureusement à ce qu'on appelle l'économie informelle ou la débrouillardise qui est aussi un petit peu de la corruption. On fait comme on peut. Et quand il n'y a pas de législation, notamment en matière de santé publique, parce que l'insécurité alimentaire est là vue comme, et ça doit être vu comme l'insécurité alimentaire, mais de santé publique, qui doit être vue comme régalienne. Mais ça a été dit assez justement, des États où ce qui est régalien n'est pas rempli, n'est pas conséquent. Donc la traduction va dans tous les champs qui, malheureusement, se concentrent sur la sécurité de chaque individu dans la société, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la façon de se nourrir, comment l'eau arrive ou pas dans les robinets, comment les aliments sont dans les frigidaires
ou pas s'il y a de l'électricité avec les coupures d'eau et autres. Donc tout cet écosystème encourage et favorise de manière consciente et inconsciente beaucoup des individus d'Africains qui malheureusement, même s'ils ont la volonté de répondre au cahier des charges, quand votre congélateur, quand votre frigidaire n'est pas assez alimenté par l'électricité, quand vous avez donc une législation qui n'est pas respectée par tous, quand vous avez peu chaque mois et parfois vous avez des mois où vous n'avez pas votre salaire. Donc tout cela, plus cela, plus cela, l'alimentation, malheureusement, affecte. Et puis une date passée, avariée, on va prendre quand même parce que c'est un peu moins cher. Donc c'est vraiment effroyable. Et là, c'est la responsabilité est gouvernementale, pas à 100%, parce que chaque citoyen fait comme il peut, mais l'exemple doit venir d'une politique, comme ça a été dit, véritable sur le plan de la santé publique et alimentaire. Et les dégâts au niveau des grandes villes, il faut les souligner, surtout les services d'hygiène sont très défaillants. Dans la plupart des villes africaines, si vous allez dans le rayon poisson, viande, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de mouches. Par exemple, à Bamako ou à Kinshasa ou à Brazzaville, il y a beaucoup de mouches. On peut, par exemple, obliger les commerçants, les bouchers, les poissonniers à couvrir leurs poissons. Ça ne demande pas que la Banque mondiale vienne ou que la France ou la Grande-Bretagne interviennent. Bien sûr. Donc, il y a déjà un déficit énorme à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des restaurants, il y a deux catégories. Les restaurants un peu, je vais dire, formels et des petites gargotes informelles. L'hygiène, ça laisse à désirer. Dans les grandes villes africaines, on voit dans une route très polluée où les véhicules passent, on vend de la nourriture qui n'est pas couverte. Donc, il y a de la poussière sur les beignets, sur du poisson. Et la personne qui vend s'égratte, sert sans gants. Ça aussi, on peut prendre des mesures, on ne les fait pas. Et la troisième chose qu'il faut souligner, c'est au niveau des organismes de contrôle des États. En République démocratique du Congo, on appelle cela Office congolais de contrôle, à l'importation. Mais il y a des gens qui importent des produits avariés, qui étaient destinés à être jetés quelque part. Et là aussi, la corruption est très grande. Oui, la corruption est très grande. Et pire, lorsqu'on décide d'aller détruire, incinérer des produits avariés, on retrouve les mêmes produits dans les marchés d'à côté tout de suite après. Donc, je pense qu'à ce niveau, même si beaucoup d'États africains ont beaucoup de défaillances, il y a quand même un minimum qu'on pouvait faire, mais qui n'est pas fait. Ça, c'est vraiment déplorable. Justement, par exemple, au Nigeria, par exemple, en 2015, il y a des viandes qui ont été interdites parce qu'ils injectaient du silicone à l'intérieur pour qu'elles aient plus... un peu plus un peu plus fraîches, voilà. Et tout le monde, quelque part, le savait, mais ils ont envoyé, on va dire, une équipe 1-2 fois, mais ça a continué. Et les habitants de Lagos continuent de consommer ces viandes sans que rien ne soit vraiment fait. Comment est-ce que la société civile, qui est au courant de ça, quelque part, peut impacter et aider, demander du moins des comptes à l'État ou demander une certaine régulation? Je pense que la société civile doit être très dure avec l'État qui malheureusement laisse faire ça. On a vu en France avec ce qui s'est passé sur la viande hachée. Oui. Donc la législation elle doit être dure en matière de santé parce que bien sûr, donc, soit vous tombez malade ou vous tombez malade et vous mourrez ou il y a des complications et des pathologies que ça peut générer, notamment sur les enfants qui sont multiformes. Donc la législation elle doit être dure, sans pitié. Parce que les effets, les conséquences sont effroyables. Donc vraiment, c'est l'État qui doit imposer aux citoyens, là il n'y a même pas à négocier, c'est non négociable, et au monde économique, voilà, quand, vous l'avez dit, quand une entreprise est prise justement dans ces malversations qui vont rendre malades des millions ou des milliers de personnes, et ben qu'on ne retrouve pas ce qui a été saisi dans le marché de la ville d'à côté, voilà, et que le continent africain ne soit pas aussi le théâtre et le réceptacle de ce qui est avarié en dehors du continent ou en dehors d'une partie du continent pour aller dans une... Parce que plus les législations sont faibles, plus les marchandises avariées circulent
vers les pays où il n'y a pas de législation ou très faible, où les contrôles sont soit liés à la corruption ou autre. Donc vraiment, là, il faut être très très dur avec ce type de problématique. Ouais. Et l'Union africaine doit intervenir, et aussi les institutions régionales, mais les États, les présidents, les ministres de la Santé sont, je ne sais pas, il n'y en a pas un qui démissionne devant un tel, scandale. C'est aussi un scandale dans le scandale. Et l'ajustement doit être aussi, les ajustements doivent être aussi rétroactifs, parce que, je vais donner un exemple juste concret. Quand on était à l'université à Kinshasa, à une époque, il y avait une espèce de corned beef qu'on appelait elengeye. Ben, on s'est rendu compte que tout ce qui mangeait cela, c'est gratté, mais à force de se gratter, ça faisait tellement du bien qu'on appelait ça elengeye, ça fait plaisir. Bon, il n'y a jamais eu de sanctions. Dernièrement, il y a eu une espèce d'alcool frélaté qu'on appelait supunatolo. C'est-à-dire, lorsque vous prenez une petite quantité de cet alcool, vous êtes ivre pendant 3 jours et vous tombez presque en pamoison. Bon, aucune sanction, on sait qui les fabrique, bon, c'est des expatriés indiens, tout le monde sait, aucune sanction, protégée par des généraux. Donc ça, c'est les jours où les gens sauront que, après enquête, même de manière rétroactive, on poursuivra ce genre de comportement. Je pense que les autres vont commencer à réfléchir à 2 fois avant d'avoir ce genre d'importer soit ce genre de produits ou de les fabriquer sur place, parce que si on ne mange pas bien, on en souffre. Mais si on mange très mal, on peut souffrir encore un peu plus. Justement, oui, ça en rajoute au... Excusez-moi. Non, je disais, ça en rajoute au problème sur la question sociale. Si on prend la RDC, par exemple, payer une bière est moins cher que payer l'eau. Ouais. Vous voyez, il y a de telles aberrations sur des choses qui devraient... Et dans beaucoup de régions africaines, on n'a toujours pas d'eau potable. Voilà, et l'électricité, 70% du continent n'est pas toujours alimenté en électricité ou avec des micros ou des coupures extraordinaires. Donc, je vous dis, même quand vous avez la volonté d'avoir, avec un bon frigidaire, un congélateur et autres, tout ce qui peut même vous signaler avec votre smartphone que vous n'avez plus d'électricité. Mais bon, vous voyez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça démontre que nombre d'États sont désorganisés et les effets, les avatars sont effroyables, parce que ça prend des vies. On a remarqué que beaucoup d'États africains se sont lancés dans le développement de leur secteur agricole. Ce serait bien peut-être de développer tout ce qui est production locale pour éviter justement les importations de viande ou de poisson. Des fois, on ne sait même pas d'où ça provient. Comment est-ce que justement tous les syndicats d'agriculteurs peuvent également se mobiliser Alors, il y a beaucoup de syndicats et d'organisations qui tirent aussi l'alarme depuis des décennies dans tous les pays d'Afrique. Il y a quand même des pays qui s'en sortent pas mal par rapport à d'autres. Et je pense que le fait que ça soit mis en exergue et que vous puissiez en parler aussi sur Africa 24 et autres, ça permet donc de conscientiser, parce que tout le monde n'est pas toujours conscient. C'est parfois structurel d'avoir un yaourt avarié, une viande qui ne sort pas du frigidaire, mais qui est sur le marché sur une planche de bois, pas réfrigérée, sous le soleil et autres. Donc il y a tous ces comportements structurels, tous ces habitudes qui sont devenues structurelles, qui doivent être changées, et pour cela il faut une campagne qui soit menée donc par la santé publique, donc par les États. Et ces États-là doivent comprendre que privilégier l'agriculture vivrière, c'est mieux que de privilégier une agriculture d'exportation, parce que généralement, on va planter peut-être du tabac, du café, du thé pour l'exportation, au lieu juste de nourrir la population. Et on parle d'insuffisance alimentaire. Et on dépense des millions, surtout en devises, pour importer du poisson de mauvaise qualité, de la viande de mauvaise qualité, avec la publicité ambiante qui est à la télé. Je suis quand même surpris que ceux qui peuvent manger véritablement bio préfèrent des produits importés parce que ça fait fan de dire que j'ai mangé du shawarma. Et pourtant, il y a des produits locaux. Et nombre d'études démontrent que si
les gouvernements sur les 54-55 avaient une véritable politique agricole performante, et notamment sur le plan de la santé publique, sur le développement, l'Afrique pourrait être le grenier du monde, donc de lui-même et du monde, donc l'autosuffisance. Donc là, c'est vraiment une contradiction extraordinaire et pas sans effet. Surtout qu'en ce moment, avec tout ce qui est réchauffement climatique, l'Afrique a de vrais challenges devant, et du coup, c'est le moment il y a déjà des effets, des morts, des migrations et autres. Avant de parler donc de politique verte, parce que certains s'y mettent quand même, le Maroc, le Sénégal et autres, il y a vraiment tout à repenser sur l'architecture, sur les enjeux qui sont là, ils sont patents, ils sont voilà, on n'a même pas à les montrer du doigt tellement ils sont sur la place publique. Ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Claude Félix Tchikaya, merci Caroline Maïzo d'avoir participé à cette émission, et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.